Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans deux récits vraiment intenses. Émouvants même. Deux histoires distinctes, mais qui nous parlent de choix difficiles, de malentendus tragiques. Et de la complexité des liens humains, oui. Exactement. Notre but, c'est un peu de décortiquer tout ça, voir ce qu'on peut en tirer comme leçon, comme émotion brute. Alors allons-y. Absolument. Et ces histoires, elles nous tendent un miroir, en fait, sur des thèmes assez universels, finalement. Comme quoi, par exemple? Mais l'impulsivité, d'abord, et ses conséquences souvent irréversibles. La pression sociale, la famille aussi, Oui, la trahison, mais il y a aussi parfois une capacité de résilience assez incroyable. c'est vrai. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est comment le destin ou le hasard semble jouer avec les décisions humaines. On va regarder les faits, bien sûr, mais surtout essayer de saisir leur signification plus profonde. D'accord. Alors, commençons par la première. On est en Libye, à Tajoura. Deux amis d'enfance, Saïd et Younes. Le profil, ils sont très différents. Saïd, c'est le fils unique, très attendu par ses parents, décrit comme sage, gentil. Le fils parfait, en quelque sorte. C'est un peu ça. Son père veille sur lui énormément, comme un trésor. Oui, cette image du fils unique, surtout après une longue attente des parents, ça cristallise beaucoup d'attentes, d'investissements affectifs. C'est une dynamique forte. Tout à fait. Et de l'autre côté, on a Younes. Famille très nombreuse, lui, plus de 11 frères et sœurs. Ah oui, le contraste est saisissant. Et on sent déjà une tension possible, non? L'un est prudent, l'autre... Impétueux. Voilà. Ça peut se soutenir, mais ça peut aussi entraîner vers le danger. Et c'est ce qui arrive. Un jour, une dispute éclate. Apparemment, c'est Younes qui commence. Il est furieux. Il arrive sur une place avec une grande lame. Un sabre, un grand poignard, quelque chose comme ça. D'accord, donc il est armé et menaçant. Oui, clairement. Il menace tous ceux qui approchent. Et là, Saïd apprend ça. Son ami est en danger et dangereux. Alors il y va. Il accourt. Mais pas pour se battre, hein. Son but, c'est de calmer Younes, d'éviter le pire, peut-être protéger les autres aussi. C'est un geste de loyauté, une tentative de désescalade. Il pense sans doute que leur amitié peut faire la différence. Il agit en protecteur. Il essaye de lui parler, de le raisonner. Ça marche pas. Alors, dans un geste, désespéré peut-être, il essaie de lui arracher l'arme. C'est un moment critique, ça. Un geste pour protéger. Mais c'est aussi une confrontation physique directe avec quelqu'un d'armé hors de contrôle. Est-ce vraiment le choix le plus sage ou une autre forme d'impulsivité, celle de l'urgence? La question se pose, mais la conséquence, elle, est immédiate. Younes, qui brandit la lame pour écarter les autres, fait un mouvement. Et Et la lame atteint Saïd, en pleine gorge. Blessure fatale. C'est fini en un instant. oh là là, un geste sans doute pas dirigé contre Saïd lui-même, mais qui mène à l'irréparable. C'est la définition même de la tragédie où l'intention est complètement dépassée par le résultat. Les témoins racontent qu'il criait « Celui qui s'approche, je le frappe », juste avant. Quand il réalise l'horreur. Il comprend ce qu'il a fait. Oui, il prend Saïd dans ses bras, il hurle à l'aide. Mais les autres jeunes, ceux de la dispute, ils s'enfuient tous. Il le laisse seul. Seul avec son ami mourant et son acte. C'est une illustration terrible de l'escalade. La tentative de médiation de Saïd, son geste d'amitié, se retourne contre lui de la pire façon. Et la réaction de la communauté, elle est double, j'imagine. Exactement. Choc, immense tristesse pour Saïd, le garçon exemplaire, et condamnation immédiate de Younes, dont la réputation joue contre lui. Oui, ça rend l'acte encore plus impardonnable pour beaucoup. Pour la famille de Saïd, c'est l'anéantissement. Le père, si protecteur, apprendre la mort de son fils unique. Et puis le deuxième choc, Qui est le meurtrier? Younes, l'ami, le fils des voisins, presque la famille. Le récit dit que le père s'effondre, littéralement. C'est insoutenable. La proximité ajoute une couche de trahison, même si c'était accidentel. La confiance entre les familles est brisée. Et ce statut de fils unique amplifiait tout. La justice suit son cours. Younes est arrêté. L'affaire paraît claire. Témoin, arme, son état. Il est jugé, condamné à mort. Peine confirmée en appel, en cassation. Rapide, presque inéluctable. Oui. Et dans l'entourage, même si c'est dur, la peine semble acceptée. Vu le profil de Younes, la victime. La sévérité reflète la gravité, mais on peut se demander si sa réputation n'a pas un peu scellé son sort d'avance.
Peut-être. Plusieurs mois passent, l'exécution approche, et là, des notables, des chefs locaux tentent une médiation. Pour sauver Younes. Oui. Ils supplient le père de Saïd de pardonner, d'accepter la dia, la compensation financière, ou au moins de commuter la peine en prison à vie. Et sa réaction? Refus total au début. Même les trésors du monde, il veut rien savoir. Ce refus de la dia est intéressant. Quand la perte est perçue comme absolue, irréparable, comme un enfant unique. L'argent ne peut rien. C'est ça. Les compensations culturelles, même acceptées, peuvent sembler dérisoires, voire insultantes. Pourtant, avec la pression, les suppliques, il commence à fléchir. Il finit par accepter de pardonner, mais pour l'amour de Dieu, sans argent. D'accord, mais... Mais avec 2 conditions très strictes. La première, la famille de Younes doit quitter la région, définitivement. Il ne supporterait pas de les croiser. C'est psychologiquement très fort, ça. Créer une distance physique pour essayer d'atténuer la douleur. Reprendre un peu de contrôle sur son environnement. C'est ça. Et la deuxième condition, cruciale, aucune manifestation de joie, ni publique ni privée, si la peine est annulée. Respect absolu de son deuil. Le pardon est accordé, mais il est conditionné à des actes symboliques forts. L'effacement géographique et l'effacement sonore de la joie. Le respect de sa douleur devient la vraie monnaie d'échange. La famille de Younes s'accepte tout. L'accord est là. Le père doit aller au tribunal le lendemain pour officialiser, stopper l'exécution. Il est à quelques heures d'être sauvé. Oui, mais la veille au soir, chez lui, il entend un bruit énorme dans la rue. Klaxon, tir en l'air, feu d'artifice, cris. Ah non. Dans son état de chagrin de méfiance, l'interprétation est immédiate. Et il pense que c'est la famille de Younes qui fête déjà. Exactement. Qu'il le nargue, qu'il viole sa condition sacrée. La douleur devient colère froide, sentiment de trahison ultime. Il ne vérifie pas. Non. Sans vérifier, sans rien demander, il prend sa femme, quitte la ville sur le champ. Et il annule tout. C'est tragique. Le biais de confirmation, alimenté par la douleur. Son émotion filtre la réalité. Il ne voit que ce qui confirme sa pire crainte. Toute rationalité disparaît. La conséquence est terrible. Pas de pardon officiel. La sentence est appliquée. Younes est exécuté. Et après? Bien plus tard, le père apprend la vérité. Les célébrations, c'était rien à voir. C'était des supporters de foot. Victoire d'Al Ittifaq contre Al Ittihad. Une coïncidence. Quelle fin atroce. Un malentendu basé sur un match de foot scelle le destin d'un homme. Ça montre à quel point nos émotions, le chagrin, la colère peuvent obscurcir notre jugement, nous pousser à des actes irrévocables sur des suppositions. Le fil de la vie de Younes, coupé par le hasard. Une histoire d'une tristesse infinie, l'impulsivité, et puis ce malentendu fatal. Bon, changeons complètement de décor, de dynamique. Deuxième récit. On va où? Yémen, Sanaa, en 2012. Une histoire très différente. Manipulation familiale, séquestration, survie. Une autre forme de tragédie. D'accord. On rencontre Sahar. Elle a 16 ans, décrite comme très belle, mais aussi intelligente, dévouée. Ses parents sont illettrés, mais elle brille à l'école et elle aide ses 6 jeunes frères et sœurs. Un profil déjà très mature pour son âge. Oui, et ça s'accentue quand sa mère meurt subitement. À 16 ans, elle devient la maîtresse de maison. Cuisine, ménage, les enfants, le père, elle gère tout. Elle est admirée pour ça, j'imagine? Oui, pour sa compétence, sa résilience. Mais ça la propulse dans un rôle d'adulte très tôt. C'est un poids énorme. Elle devient le pilier de la famille, en fait. C'est ça. Mais voilà, son père décide de se remarier. Il épouse une jeune fille. De l'âge de Sahar, apparentée à la famille, milieu pauvre. Ah, une jeune épouse qui arrive dans une maison gérée par une autre jeune fille très compétente? Exactement. La nouvelle épouse se sent vite éclipsée, inférieure. Sahar sait tout faire, elle est respectée. Une dynamique de rivalité s'installe. L'insécurité de la nouvelle épouse face à la compétence de Sahar. C'est plus une famille, c'est une lutte de pouvoir. Et le ressentiment de la belle-mère grandit. Sahar devient une rivale à éliminer. Elle trouve alors un plan diabolique. Lequel? Elle a un frère, atteint d'une maladie mentale grave, Majnoun on dit, totalement dépendant. L'idée de la belle-mère, le marier à Sahar. Quoi? Mais pourquoi? L'argument tordu, c'est « Sahar est tellement compétente, elle saura bien s'en occuper ». C'est glaçant. Utiliser ses qualités contre elle pour la condamner à une vie de servitude. C'est une instrumentalisation terrible. Elle arrive à manipuler son propre père et le père de Sahar, qui accepte.
Le père de Sahar accepte de marier sa fille à cet homme amoralement? Oui. Pourquoi? Pour calmer sa nouvelle femme, se décharger de Sahar, on ne sait pas vraiment, mais il le fait. Il sacrifie sa fille. C'est une faillite morale totale du père. Il utilise son autorité pour la livrer à un sort horrible, par faiblesse, calcul. C'est terrible. Sahar est mise devant le fait accompli. Horrifiée, elle supplie, refuse. Son père est inflexible. Tu te marieras de gré ou de force. J'ai donné ma parole. Mariage forcé. Oui, et rapide. La réalité est un cauchemar. Le mari est totalement dépendant. Et pire, le beau-père est toujours là, même dans leur chambre, pour gérer son fils. Aucune vie, aucune intimité. Rien. Elle est juste une gardienne, dans des conditions dégradantes. Elle retourne voir son père, elle supplie pour le divorce. Et là, ils veulent l'aider. Non. Il refuse, lui interdit de revenir se plaindre. Il la chasse. L'abandon total, le dernier recours se ferme. Elle est seule. Complètement. Après des mois comme ça, elle prend une décision radicale. Lors d'une visite chez son père, elle affronte sa belle-mère. Elle dit adieu à ses frères et sœurs. Et elle annonce à son père, qui a l'air de pas la croire, qu'elle va se suicider si elle doit y retourner. Une menace ultime. Oui. Quand son mari et son beau-père viennent la chercher, elle attend qu'ils rentrent chez eux. Et la nuit, elle s'enfuit. Elle disparaît. Pendant 3 ans. Ce n'est pas une impulsion, là. C'est une décision mûrie par la souffrance extrême, l'absence d'alternative. Un acte de survie. Sa famille doit la croire morte. Probablement. Mais où est-ce qu'elle va? Chez un certain Azam Al-Joufi, un vieil ami de son père, bien plus âgé. Elle cherche de l'aide chez une figure d'autorité connue. Oui. Elle lui raconte tout, son mariage forcé, sa fuite. Elle l'implore de l'aider pour le divorce. Condition pour elle avant d'envisager de rentrer. L'espoir renaît. Un protecteur potentiel. Azam promet de l'aider. Il dit vouloir la protéger, la cacher. Il l'emmène dans une ferme isolée qui lui appartient. Un peu délabrée, mais bien clôturée, verrouillée. Ça sent pas bon ça. Effectivement, la confiance est encore trahie. Terriblement. Azam revient. Il dit avoir négocié le divorce, mais avec une condition horrible posée par le père du lot. Qu'elle épouse Azam lui-même. Le piège se referme. Sahar est le révolté. Tu as l'âge de mon père. Il devient violent. Il l'abat. Puis il l'enchaîne, par les pieds, à un mur. Oh mon Dieu. Et là, dans cette ferme, il la séquestre, la viole régulièrement, pendant des années. Des années? Oui. Elle tombe enceinte, accouche seule, enchaînée. Sa fille grandit là, jusqu'à 2 ans environ. Captivité totale pendant 3 ans. C'est l'horreur absolue? La violence physique, sexuelle, psychologique continue, l'isolement, accoucher, élever un enfant comme ça, survivre à ça, c'est inimaginable. Et puis un jour, Azam ne vient plus. Les jours passent, les semaines, les provisions s'épuisent. Sahar et sa fille meurent de faim. Dernier effort, Sahar crie par la fenêtre grillagée, sans arrêt. Est-ce que quelqu'un l'entend? Après des semaines, oui, alors qu'elles sont presque mortes. 3 hommes l'entendent. Ironie du sort, c'est le fils d'Azam, avec 2 acheteurs potentiels. Il visite la ferme que son père voulait vendre. Son propre fils? Oui. Intrigué par les cris, il force la porte. Il découvre Sahar et sa fille à peine vivantes. La libération arrive par hasard, liée à la mort de son bourreau, découverte par son fils. C'est d'une noirceur. Sauvé, à l'hôpital, Sahar apprend pourquoi Azam ne venait plus. Il était mort, depuis 3 semaines. Quand elle peut parler, elle révèle qui elle est. Les hommes la ramènent chez son père. Le retour. Et là, l'ultime vérité éclate. Pendant 3 ans, Azam, le vieil ami, rendait visite au père de Sahar. Non. Si. Il prenait des nouvelles, s'inquiétait faussement de sa disparition, suggérant sa mort tout en sachant très bien où elle était et ce qu'il lui faisait. La duplicité est abyssale. Sahar revient, mais avec quelle cicatrice? Et une enfant née de cette horreur. Et le rôle du père dans tout ça, sa négligence initiale, son aveuglement face à Azam, volontaire ou pas, c'est insupportable. 2 histoires, oui. 2 abîmes de souffrance. D'un côté, l'impulsivité, l'accident, le malentendu fatal. De l'autre, la manipulation calculée, la cruauté, la survie miraculeuse. Mais il y a des points communs, non? Ah oui, malgré les différences, les parallèles sont troublants. On voit des jeunes vies brisées par les actions ou les inactions de leur cercle le plus proche. L'ami, le père, l'ami du père. C'est ça,
la confiance est systématiquement trahie. Et puis, l'échec total de la communication. Le père de Saïd qui interprète mal les bruits. Le père de Sahar qui refuse d'écouter. Exactement. Et la question de la justice, elle se pose différemment dans les deux cas. Oui, pour Younes, une justice légale, mais déviée par le hasard. Pour Azam, pas de justice humaine, mais sa mort libère sa victime. Une sorte de justice immanente. C'est une lecture possible. Au fond, ces histoires montrent notre fragilité face aux pressions sociales, aux normes familiales rigides, et surtout face à la puissance destructrice des émotions non maîtrisées. La colère, le chagrin, la jalousie, la prédation. Oui. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, alors? Peut-être cette fragilité de l'existence, l'impact d'un instant d'égarement ou d'années de cruauté, l'importance vitale de la communication, de l'écoute. Et le danger des préjugés, des interprétations hâtives? Oui. Et puis, quand même, cette force incroyable de l'esprit humain. La capacité à survivre à l'inimaginable comme Sahar. Absolument. Ces récits nous montrent des trahisons au cœur même de ce qui devrait être un refuge. L'amitié, la famille. Ça nous renvoie à une question, peut-être, pour nous tous. Laquelle? Comment on navigue, nous, entre les loyautés qu'on nous demande, qu'on nous impose, parfois, et notre propre besoin d'intégrité, d'autopréservation? Comment on apprend à discerner le danger, même quand il se cache derrière un visage familier ou une promesse de protection? Une question essentielle à garder en tête. Merci d'avoir partagé cette réflexion. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle exploration.